Bonjour à tous, bienvenue sur Only John podcast numéro 101. Moi c'est Plax, nous faisons un nouveau podcast de victoire 2 d'affilée. C'était pas arrivé depuis l'année dernière, début d'année dernière même, puisque si on fait bien attention, la fin de l'année dernière c'était un peu moins bien passé. Je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Ah bah écoute, ça va forcément bien quand on gagne un match, même si, comme j'ai dit sur le blog, il y a un peu des sentiments mêlés, où on se dit, bon, pour un match aussi merdique, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de le perdre ? Mais bon, voilà, je vais quand même pas trop bouder le plaisir qui a été de voir le meilleur match de Jalen Hayat de la saison. Ouais, alors on va essayer de trouver les points positifs parce que bon, il y en a évidemment quelques-uns, on a gagné ce match, mais c'était assez chiant à regarder, faut être honnête. Moi je priais pour pas qu'il mette son field goal, à la fois pour qu'on gagne, mais aussi parce que j'avais vraiment pas envie de me taper des prolongations. C'était quand même vraiment pas terrible. Donc victoire 10-7, donc déjà rien que le score te fait comprendre que bon, c'était pas du gros match offensif. Hein. Et ça s'est joué beaucoup avec les turnovers, exactement comme la semaine dernière. Et très honnêtement, bon, je suis pas là pour critiquer l'équipe adverse, mais le niveau des QB de l'équipe adverse, c'est quand même désastreux. Franchement, Mac Jones, mec, il lance des passes. Mais même les commentateurs, ils étaient atterrés, quoi. À un moment donné, t'as un tracé sur l'extérieur et Mac Jones envoie une passe lobée. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi tu fais ça, vieux ? Ça n'a aucun sens. Incompréhension complète avec ses receveurs, il envoie des balles 3 yards derrière, donc on finit par faire 3 interceptions, 2 sur Mac Jones et une sur Zappi. Enfin, c'était abyssal. Et là, pour le coup, tu vois, on voit le niveau de notre QB, il est pas extraordinaire, loin de là, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'il le soit, c'est quand même un mec undrafted, machin. Mais, et c'est ce que disaient les commentateurs, au moins il ne perd pas le ballon. Et c'est ça qui a fait toute la diff sur ce match. On n'a pas Enfin si, il y a eu un fumble, ok, mais il n'y a pas eu de conséquences derrière. Mais il ne se fait pas intercepter, là où en face on les intercepte 3 fois, quoi. Ouais, et il faut souligner que Mac Jones, c'est quand même un choix du premier tour. Mm. Alors, quand on voit la manière dont joue Tommy DeVito, alors, j'ai envie de faire mon mea culpa parce que la semaine dernière, je disais, moi, Tommy DeVito, je m'attends pas à ce qu'il nous refasse une prestation comme celle contre les Redskins, contre une défense des Patriots qui est quand même d'un niveau un peu supérieur, même si c'est pas une top défense. Il a bien joué. Bon, certes, on ne marque que 7 points, hein, et celui qui a le plus joué pendant tout le match, c'est bien notre punter, ce qui montre bien le niveau offensif. Mais, comme tu dis, De Vito, non seulement ne fait pas de turnover, mais il a aussi fait des très très belles passes, Ouais. notamment sur Jalen Hayat. Des passes qui n'étaient pas forcément faciles. Hein. On va, sans analyser toutes les passes, j'ai juste envie de citer la passe de 41 yards sur le côté droit. En troisième tentative, là, troisième et longue. En troisième tentative. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu plus tôt dans le match, il tente déjà cette passe, mais la passe est défendue par le cornerback, je n'ai pas retenu son nom, très bien défendue par le cornerback, mais pareil, la balle était envoyée, Hayat était légèrement devant, mais cette fois, c'était un peu trop court, ou alors le cornerback était en trop bonne couverture pour que ce soit complété. Il s'est pas démené, enfin, je veux dire, il s'est pas découragé, et il a retenté un peu plus tard quand on lui a donné l'opportunité, et la passe était complétée, et il l'a dit d'ailleurs pendant la conférence de presse, c'est que Hayat est un receveur qui a énormément confiance en lui, et du coup, lui, ça lui rendait la chose beaucoup plus facile, parce qu'il disait, ok, je peux envoyer le ballon à Hayat, et il l'attrapera. Et on l'a vu, sur les 6 passes tentées vers Hayat, il y en a 5 qui ont été attrapés pour un total de 109 yards. Sachant que De Vito fait 191 yards. Hein. Donc c'est quoi ? C'est 60% pratiquement de ses passes. Tu regardes les stats, il fait 5 réceptions sur 9 yards. Derrière, c'est Wendell Robinson, 4 réceptions 26 yards. Darius Layton, 2 réceptions 16 yards. Donc on passe de 109 à 26. D'ailleurs, c'est la première fois de la saison qu'on a un receveur qui fait plus de 100 yards à la passe. Ça montre quand même le niveau un peu galère de cette attaque. De Vito, et c'est un peu ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière, c'est qu'en fait, il se fait beaucoup saquer parce qu'il n'ose pas lancer les passes compliquées, mais en même temps, c'est vrai que et c'est ce que disaient souvent les commentateurs ou ce que disaient les analystes, c'est que c'est mieux de se faire saquer que de perdre la balle sur une interception, dans tous les cas.
Donc autant voilà, essayer de protéger le ballon au maximum, et ça il le fait bien, il protège le ballon. Alors il a failli faire un fumble à un moment lui-même où il tente une course et le défenseur met bien le coup de poing dedans, mais voilà, ce qu'on peut pas lui reprocher c'est de pas faire attention au ballon, et même si derrière c'est pas incroyable, tu vois, il fait 17 sur 25 parce qu'en fait il lance la passe quand il est sûr quasiment à 100% que ça va être complété, mais globalement ça il le fait bien, et voilà, donc 17 sur 25 c'est quand même des stats intéressantes, il a encore un rating de plus de 100. Mais le problème, c'est que les sacs rentrent pas dans ce rating. Si jamais ça rentrait dedans, je pense que ce serait plus compliqué parce qu'on prend encore, je sais pas, 6 ou 7 sacs sur la rencontre. 6 sacs, ouais. Ça, c'est compliqué. Ça. S'il veut améliorer son jeu, il faut qu'il soit capable. En fait, on peut pas lui reprocher. Il a fait que c'est son deuxième match en tant que titulaire. Il faut qu'il processe plus vite, qu'il soit capable d'analyser plus vite. Et voilà. Et tant qu'il le fera pas, ça, il va rester bloqué à ce niveau-là. Mais la grosse différence, encore une fois. Ouais. C'est son 3e match en tant que titulaire. Bon, c'est quand même une expérience courte. Hein, je suis bien d'accord avec. Oui, puisqu'il a. Non, il a commencé contre les Cowboys. Je sais, j'y étais. Ah oui, non, par contre, non, parce que j'avais en tête que c'était le premier à domicile, oui, effectivement. Ok, d'accord, tout à fait, tu as raison. Non, mais non, de toute façon, ça ne change rien au point que tu es en train de faire. C'est que, en effet, il a une expérience très très courte. Il était jamais prévu qu'il soit titulaire et il l'est. Mais tu as soulevé un point la semaine dernière qui mérite d'être reposé aujourd'hui, c'est après la bye week, quand Tyrod Taylor revient de blessure, est-ce que De Vito garde le poste de titulaire? Et je dois dire que en fait, j'ai changé d'avis. Alors, il m'a fallu une semaine, mais comme je m'attendais vraiment à ce que ce soit une catastrophe contre les Patriots, parce que on passait d'une défense des Commanders qui était 31e ou quelque chose comme ça, à une défense des Patriots qui était 18e. Donc une défense pas excellente, mais une défense moyenne, hein, en dessous de la moyenne en tout cas. Et bah, tu l'as dit, il s'occupait bien du ballon. Alors par contre, en effet, il garde le ballon trop longtemps, et puis j'ai trouvé qu'il manquait de précision sur certains tracés courts. Hein. Il y a eu quelques fois où je crois qu'il y a notamment une passe de Wendell Robinson où c'est légèrement trop. Alors Wendell touche le ballon, mais comme c'est pas un il est censé l'avoir. Attends, là t'abuses. C'est 2 drops. Hein. Pour moi, c'est 2 drops court sur coup des receveurs. Barclay et Wendell Robinson, je vois laquelle passe tu parles. C'était sur le côté gauche. Ouais, enfin, je veux dire, il y a quelques semaines, on a excusé Darren Waller d'une passe qu'il a touchée et qui était trop haute de la part de Daniel Jones. Pour moi, on est un peu dans un scénario similaire. Oh, là, elle était quand même plus. Moi, j'ai trouvé plus. Je me suis dit pareil que toi, et quand j'ai vu le replay, j'ai dit ah ouais, là, il doit quand même l'attraper. Ouais, bah écoute, faudra peut-être que je regarde un nouveau le replay, mais en tout cas, là, sur ce coup-là, je me dis c'était pas idéal. Mais il y a une sur Paris Campbell qui est lancée derrière. Il y a eu. Voilà. Ouais. Mais voilà. Je pense que globalement, quand même, la plupart de ces passes sont quand même précises. Je trouve que. Enfin, c'est surprenant de précision pour un joueur qui a aussi peu joué, je trouve. C'est plutôt positif, ça. Bah, sinon, il ferait pas 17-25, ça c'est sûr. Mais c'est sûr. On l'avait vu pendant la pré-saison. Pendant la pré-saison, il a joué pas mal et il s'était rapidement imposé. Alors, je sais plus qui était l'autre QB qui jouait. Parce que c'était sûr que Daniel Jones et Tyrod Taylor, leur place, elle était verrouillée, mais on se demandait est-ce que ça va être De Vito ou un autre. Bon, bref, on s'en fout. Mais De Vito avait montré quand même de bonnes choses en pré-saison. Et la pré-saison, c'est une chose, saison régulière, c'en est une autre. Aujourd'hui, on a une bye week, donc ça laisse un peu de temps aussi pour se préparer à affronter les Packers. On parlera de tout ça après. Mais quand tu vois le reste du programme, avec 2 fois les Eagles, là, c'est des matchs qui vont être un peu plus challenging pour De Vito. Ça va être dur. Hein. Je pense que ça risque de faire mal. Puisque effectivement, on est en bye week la semaine prochaine, donc on va pouvoir regarder de la NFL sans trop se stresser. Pour revenir à cette question, Daboll a répondu à la question, il a dit on verra. Voilà. Donc il n'y a pas de réponse pour l'instant, on ne sait pas qui sera le QB titulaire. Moi, j'espère que ce sera De Vito. Est-ce que secrètement, j'espère, parce que je me dis qu'avec Tyrod Taylor, on sera encore plus compétitif, j'en sais rien. Je sais pas, on est à 4 victoires, 8 défaites, je sais pas quel est notre choix de draft à l'heure actuelle. Après, j'ai envie de dire, on est à un stade de toute façon, gagnons les matchs qu'on peut gagner, la saison est foutue et on va se faire éclater par les Eagles 2 fois. Faisons le mieux qu'on peut pour gagner un maximum de confiance pour l'année prochaine. Comme on l'a dit, de toute façon, les joueurs vont pas tanker, donc ils feront leur maximum. Et puis j'ai trouvé comme les 2 équipes se sont battues. Il y avait de l'engagement des 2 côtés, ils avaient envie de gagner, quoi. T'es pas face à 2 équipes qui
qui sont là à vraiment pas jouer et qui en ont rien à foutre. Et c'est ce que j'ai discuté un peu de ça sur Twitter avec quelqu'un, c'est que voilà, le match est pas ouf parce que les équipes sont pas ouf, mais les joueurs se battent quand même. Et clairement, tu vois que les mecs sont pas là pour tanker. Donc tant qu'à faire, encore une fois, moi je prendrais 2 Vito pour la semaine prochaine. Bon, écoute, Alors, pour répondre à ta question, on est 6ème du classement des plus nuls. D'accord. Donc, alors, ça tient absolument pas compte. 6ème du classement des plus nuls. Non, je veux dire, C'est en marrant. fait, on n'est pas. Parce que si je te dis qu'on est 6ème du classement, non, les 6ème du classement, sont les Jaguars. Ouais. Mais comme je n'arrive pas à Les faire. Jaguars Si, donc. Sérieux? Bah ouais. Ouais. Attends, ils ont combien de victoires et combien de défaites, les Jaguars? Non, mais en fait, les Jaguars. Enfin, non, je te dis les Jaguars, mais ça tient pas compte du tiebreaker. Parce que à 8-3, tu as les 49ers, les Dolphins, les Chiefs, les Jaguars, les Lions, et les Cowboys. Et donc, en fait, dans le classement NFL, là, pour le moment, enfin, sur le site nfl.com, ça te met les Jaguars en 6ème position. Et comme je te dis, ça ne tient pas du tiebreaker. Là, en ce moment, on est à égalité, nous, avec les Commanders, qui sont aussi à 4 victoires pour 8 défaites. Qui sont dans la tourmente, les Commanders, pour le coup. Hein, parce que les Commanders, ils ont viré, je sais pas, leur coordinateur défensif ou je sais pas quoi. Ils sont pris une giga branlée, la même que nous, hein, contre les Cowboys. On a battu une équipe qui est en fait vraiment nulle. Hein. Je sais pas, ils ont surnagé. Parce que je crois que c'est eux qui ont battu les Eagles, non? Sur leur seule défaite de la saison, les Eagles. Je crois que c'est pas les Commanders qui ont gagné. Bref, enfin, ils sont un peu dans la tourmente, un peu comme nous, mais bon, ça fait. Bref. Non, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est tout ça pour dire que on est en dehors du top 5. Ou en tout cas, on est en dehors du top 3 de la draft. Il me semble que la semaine dernière, alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais il y avait un article qui disait que si les Giants gagnaient contre les Patriots, on avait genre 9% de chance de se retrouver avec le premier choix de la draft, tandis que si ils perdaient le match contre les Patriots, on devait être à genre 30 ou 40% de chance. Bon, là, clairement, on a gagné, donc ça veut dire que le premier choix s'éloigne un peu, mais comme je disais... C'est mort. Non, mais tu vois, comme je disais sur Twitter, alors je n'ai absolument pas regardé le match auquel je vais faire référence, mais ce week-end, il y avait un certain Archie Manning qui jouait pour les Longhorns. Ouais, Texas. Texas Longhorns. Il est rentré parce qu'il gagnait de ouais, 50 points contre je sais pas qui, donc il a joué un petit peu en fin de match, mais il sera titulaire. Ah, c'était donc en tant que backup, donc tu vois, je savais même pas que c'était en tant. Mais enfin, ils ont un QB qui va rentrer qui sera sûrement drafté cette année et qui du coup va laisser sa place. L'année prochaine, il devrait jouer Manning. Mais tu vois, tout ça pour dire que bon, si on n'a pas de QB à cette draft ou si on se plante sur le QB qu'on va prendre à la prochaine draft. Dans 3 ans, il y a Archie Manning. Ouais, mais là, c'est le cœur qui parle, là, c'est pas le. Non, c'est sûr que c'est le cœur qui parle parce que s'il n'est pas aussi bon que ses tontons, ça va pas beaucoup nous avancer. Ouais, alors après, il y a quand même pas mal de QB disponibles. Là, ils sont en train de parler de Bonix, le QB de Oregon. Alors, ils sont en train de dire qu'il est quand même chaud, etc. Il y a un consensus sur les deux, mais. Moi, je te parie que d'ici la draft, ça va encore bouger et normalement, on va essayer d'inviter Nitti. Ouais, et ben moi, je te parie que demain, le soleil va se lever. Ouais, bah ouais, tu vois. Mais bien sûr. Mais les QB, tu vois. Tout le monde est chaud en novembre-décembre. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que les QB, à chaque fois, t'as un consensus. Rappelle-toi, Thibodeau, oui, premier de la draft, aucun doute. Et puis finalement, il se retrouve 5ème. Voilà, ça change énormément. Donc on verra. Mais on va forcément parler des QB. Au prochain podcast, ce sera à la bye week. On peut inviter Nitti et parler de ça. Oui. Et on verra ça, c'est clair. Comment faut qu'on fasse le bilan de la saison et qu'on commence à réfléchir un peu à la suivante. À défaut de pouvoir se projeter sur les playoffs. Mais bon, là, on s'égare un peu. Si on revient un peu sur le match de Patriots, t'as pensé quoi de la prestation défensive ? Attends, juste moi j'ai pas fini sur l'attaque. Puisqu'il y a un truc que je voulais dire. Et rappelle-toi ce que j'ai dit la semaine dernière. Parle de tout, mais parle pas de l'attaque. Hein. Non, je vais te parler de l'attaque là maintenant. Rappelle-toi de ce que j'ai dit sur Barkley la semaine dernière. Je t'ai dit que moi j'étais pas très convaincu dans son jeu à la passe, sur les réceptions. Et que je trouvais qu'il droppait beaucoup de ballons en général. Et ben voilà, il nous en a refait une, tracée slant, un ballon en plein dans ses mains et il la relâche. Donc voilà, j'ai trouvé que sa prestation la semaine dernière était assez incroyable, il a fait des super réceptions. Et cette année, pas terrible du tout. Donc cette semaine, pas terrible du tout. Il finit à 12 courses pour 46 yards, ils ont bien bloqué. Ça c'est peut-être un problème aussi, c'est qu'on n'a pas trop réussi à courir. Il y a eu peut-être 2 courses qui ont un peu marché, mais le reste c'était très compliqué. Et à base de 1-2 yards, voire perte de terrain, ça commence à devenir fatigant quoi. Eux en face, et on va parler de la défense comme tu disais, mais...
ils ont réussi à vraiment imposer leur jeu de course, là où nous, on a vraiment galéré. Et voilà, il finit avec 3,8 yards par course, c'est pas si mal que ça. Mais j'en ai marre de voir des pertes de terrain sur des courses, c'est vraiment fatigant, quoi. Ça commence à me saouler. Ouais, mais Et bon, ça, c'est aussi, O-line, hein, c'est la O-line. Hein. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il a peut-être justement une part de responsabilité, et puis je trouve quand même que cette saison, il a fait des efforts dans le sens où il danse plus autant derrière Ah la bah ligne oui, qu'il le faisait clairement. avant. Moi, je suis d'accord. Ouais. Il va un peu plus droit au but, mais on a quand même une ligne offensive qui est faiblarde. Et encore, Ah mais c'est c'était pas marrant contre parce lui que j'ai ça, hein. C'était vraiment plus, c'était non, plus non, contre bien sûr, la mais tu O-line. vois, ce qui est marrant avec cette ligne offensive, c'est que euh, alors là, c'est un commentaire plutôt par rapport à la protection du QB au run block. Mais il y a des moments où en fait il protégeait plutôt bien, et puis il y a des moments où c'était du grand n'importe quoi. Donc il y a une irrégularité complète. Le seul point constant, le seul point régulier, c'est Andrew Thomas qui joue blessé. Mais ouais, cette ligne offensive qui, comme tu as dit, elle a concédé 6 sacs, 46 yards et beaucoup de plaquages dans notre backfield. Il y a encore du boulot, ouais. Ouais, c'est clair. Bah, la O-line va être, je pense, un grand chantier de l'intersaison. Il a tenté de faire des choses. Notre ami, j'ai perdu son nom, notre GM Joe Shane. Mais voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Il va falloir vraiment là, moi, j'irais chercher du vétéran plutôt que d'aller toujours voir à la draft des rookies, des machins, des trucs. Utiliser notre premier tour pour un O-line. Je sais pas, on a besoin d'un peu d'expérience. On a déjà pas mal de jeunes dans cette ligne offensive. Je pense qu'il faut un peu du vétéran, là, des mecs qui sont que tu payes un peu forcément, mais au moins t'es sûr que le mec va jouer correctement, quoi. On devrait avoir du cap space cette fois. On n'aura plus le cap hit, le dead money de Kenny Golladay. On n'a plus le contrat de Leonard Williams. Ouais. Et je pense qu'en effet, je suis d'accord avec toi. Si on peut récupérer un bon vétéran, c'est le moment. Parce qu'on on a grandement besoin à New York. Ce serait bien qu'on puisse récupérer Kelsey chez des Eagles. Il doit jouer encore au moins 15 ou 16 saisons, non? Je pense qu'il prendra pas sa retraite avant 50 ans, de toute façon. Donc, ah oui, on de peut toute aller façon, il est jeune, le petit. Ouais, il est jeune. D'ailleurs, c'est marrant en parlant des Kelsey. Ouais. Alors, je sais pas si tu connais Saturday Night Live, mais il y a longtemps, parce que je crois que ça doit être en mars, ils ont fait un épisode avec Travis Kelsey. Ouais. Et il y a Jason Kelsey qui vient aussi jouer quelques sketchs sur scène, et c'est assez marrant. Ouais, les deux, ils sont rigolos. Hein. Ils ouais, ont non, un ils sont podcast marrants. et tout, ils sont marrants. Ça Ouais. a l'air d'être des bons gars. La défense maintenant. Alors, tu me posais la question, qu'est-ce que j'ai pensé de cette défense? Eh bien, écoute, j'ai pensé que globalement, c'était pas ouf. Mais on a fait ces 3 interceptions qui sauvent le match, puisque on a clairement senti l'absence de Dexter Lawrence, en tout cas, qui n'a pas joué, qui était blessé hamstring, c'est les ischios, c'est ça? Je sais plus exactement ce que c'est. Enfin, c'est la blessure classique du joueur qui prend plusieurs semaines à se remettre en plus, donc c'est bien qu'il ait la bye week. Peut-être qu'il sera là pour le prochain match. Mais on a clairement senti un manque de présence à l'intérieur de la ligne, et ils ont réussi à courir un peu trop facilement. Ils ont un running qui met 21 courses, 98 yards, Ezekiel Elliott 9 courses, 46 yards. Donc 4,6 yards de moyenne, 5,1, c'est quand même beaucoup, et ils ont eu beaucoup de 8 yards, 9 yards, 10 yards, 15 yards, enfin voilà, ils ont gagné beaucoup de yards à la course. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas plus insisté à la course, puisque à la passe ils étaient absolument catastrophiques. Mac Jones finit à 12 sur 21 pour 89 yards, 0 TD, 2 interceptions. Bailey Zappi finit à 9 sur 14, 54 yards, une interception, sachant que quand il est rentré, il a fait que des screens, c'est là où il nous marque le TD. Que des screen pass et des courses. Screen pass, course, screen pass, course. Et le moment où il lance une passe de plus de 5 yards, il se fait intercepter. Donc bon, voilà. C'est assez catastrophique de leur côté. Mais globalement, cette défense, je l'ai trouvée plutôt moyenne. Mais elle a su faire ce qu'il fallait au bon moment et faire les bonnes interceptions au bon moment. Et c'est ça qui nous a sauvés. Et c'est ça qui nous fait gagner le match, clairement. Ok. Non? Bah écoute, j'ai pas l'air plus rien d'accord. à dire. J'ai plus Attends, j'ai rien pas à parlé dire, tu as longtemps, j'ai parlé littéralement 20 tout secondes. dit. Donc à la semaine prochaine. Ciao. Allez, salut, Thiago, à plus. Non, qu'est-ce que je peux rajouter après cette longue Non, mais tu as le droit de pas être tirade. d'accord ou tu peux. Je sais pas. Non, si, je suis d'accord. T'as dit de la merde En plate, effet, c'est pas vrai. on s'est fait pouillave au milieu parce s'est fait que pouillave. Dexter Lawrence n'est pas là. Ouais, on s'est fait pouillave. Et puis, bah, oui, en effet, à un moment, ils ont découvert que les screens de receveurs, ça fonctionnait bien. Et Bill O'Brien, il fait screen receveur, screen receveur, screen receveur. Ça a bien fonctionné. Après,
enfin, on lâche quand même que 7 points. Donc c'est pas si catastrophique que ça. Et, mais bon, c'est aussi parce qu'on a des gros cadeaux de la part des quarterbacks adverses. Enfin, l'interception d'Okereke, j'ai même pas compris pourquoi Putain, c'est le mec, il fait rien. Il attend, il bouge pas. Tu sais, ah bah tiens, un ballon. Bah merci. Voilà. Incroyable. Et j'ai vraiment cru qu'il allait réussir à remonter tout le terrain pour un TD. Moi aussi, Et là, non, donc il fait ça. Et le mec, il a quand même. il, a, il a un petit doigt qui est pété, il a une côte fracturée et il a mal aux hanches et il te remonte 55. Okereke. Ah bon? Je savais pas. Ah Ça. ouais. Ah ouais, il joue blessé. Enfin, de toute façon, tout le monde joue blessé à ce stade de la saison. Oui, c'est vrai. Voilà, celui qui est pas blessé, c'est qu'il n'a pas vraiment joué. Donc, Okereke qui a eu la 2e interception, c'est quand même la 4e interception dans laquelle il est impliqué, puisqu'il en a eu 2 et il en a provoqué 2. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Non, mais il est monstrueux là. Hein. Autant on l'a critiqué un peu en début de saison, là il est chaud. Non, mais c'est bon. Il s'est racheté, il les vaut. C'est 10 millions par an, il les vaut. Et puis voilà. Et puis on a Dante Banks qui aussi nous fait un super match avec sa 2e interception de sa carrière. C'est enfin, pas grand chose à dire sur. C'est propre quoi. Ouais, alors il y a Thibodeau qui fait 2 plaquages pour perte. Ah, il fait un super plaquage à un moment où c'est, je crois que c'est Ezekiel Elliott qui lui met un stiff arm et qui essaie de contourner. Il arrive à l'attraper son pied de justesse et il fait un plaquage pour perte, donc ça c'était plutôt beau. Et par contre, ils avaient dit il y a un moment, il y a un sac qui a été compté pour lui. En fait, a priori, c'est un demi, donc il serait à 11 sur la saison, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Était ouais, c'est un demi-sac, donc il a 11 sacs, c'est un sac partagé avec Jihad Ward, parce que Ward a 1,5 sacs. Ouais. Donc c'est... Bah oui, de toute façon, c'est lui qui met la pression sur les 3 interceptions, c'est pas lui tout seul, mais il est là à chaque fois. Donc, tu sais, là, toute cette polémique là, des deux mecs de radio qui avaient raccroché au nez de Carl Banks parce que il leur disait, non mais attendez... Vous pouvez pas juger un gars juste parce qu'il a pas de sac. Bah là, Thibodeau, il a mis la dose de sac. Et puis, comme on l'a dit la dernière fois, son jeu, c'est tellement plus que les sacs. Quoi. Il est partout sur le terrain. Bien sûr, ouais, complètement. Et heureusement qu'on a un gars comme ça sur la ligne. Non, mais là, il est vraiment en train d'exploser, Thibodeau. Hein. Pour moi, il est impressionnant, aussi bien sur la course que sur le jeu de passe. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on fait que 2 sacs, mais c'est pas comme si les QB avaient eu beaucoup de passes longues ou de choses comme ça, où tu sais, t'as besoin. Si le QB lance une screen, c'est impossible que tu ailles le saquer. Enfin, je veux dire, tu t'appelles pas Flash, tu peux pas traverser le terrain en un quart de seconde, donc c'est sûr. Ils ont fait beaucoup de passes courtes et on a quand même réussi à mettre un peu la pression au moment où on a pu en mettre, donc ça c'est plutôt cool et je suis vraiment confiant sur ce joueur et s'il continue son évolution comme ça, il va mériter largement son contrat. Alors on n'en est pas là, il est que dans sa 2e saison, mais ça fait plaisir. Enfin, en tout cas, il confirme vraiment que c'était un bon choix sur la draft de l'année dernière. Et par contre, de l'autre côté, Aziz Ojulari qui est de retour c'est son 2e match depuis son retour de blessure. Mais il a joué là? Je l'ai pas vu, mec. Je l'ai absolument pas vu. Bah oui, mais c'est justement ça, c'est que tu ne l'as pas vu. C'est que en fait, il est sur le terrain, mais il ne faut rien. Enfin, il a quand même eu un plaquage et un QB hit, mais il est invisible. Ouais. C'est désespérant. C'est triste, hein, parce que pour le coup, on lui prévoyait une grosse saison si jamais il était en forme. Alors il s'est reblessé en début de saison, mais c'est vrai qu'on le voit pas trop. On a vu plus Jihad Ward qui a joué pas mal à l'intérieur d'ailleurs. Ouais, Jihad Ward, il fait 2 plaquages, 3 plaquages assists, un sac et demi, un plaquage pour perte. Ouais, il a été plutôt bon, Jihad Ward. Il a fait un spin move à un moment. Ah ouais, trop beau, ouais. Ah, c'était magnifique. Si vous le voyez sur Twitter, on essaiera peut-être de le retweeter. Mais il fait un spin move et après il balance un gars. Enfin, ils sont à 2 sur lui et il arrive à passer quand même, quoi. Donc ça, c'était. Donc. Et enfin voilà, ça en fait pas un titulaire, mais c'est clairement un joueur qui dans une rotation a de la valeur, quoi. Parce que quand t'as besoin que ton titulaire se repose quelques snaps, un gars comme J. Edward, il peut avoir un impact. Hein. Si on fait une référence à d'autres gars qui étaient comme ça par le passé. Je pense à Dave Tollefson, du temps des Super Bowl. Ouais, exact. Mathias Kiwanuka aussi, même s'il est un peu plus souvent sur le terrain. Ouais. C'était plus un second couteau qu'un titulaire à plein temps. Mais c'est très, très utile d'avoir un gars comme ça. Et dernier gars
à citer, c'est Xavier McKinney qui nous fait encore une rencontre où il est absolument omniprésent. 10 Ouais. plaquages, une interception, 2 passes défendues. Voilà. Ouais, ça fait Il 2 matchs prend. de suite que là, j'ai l'impression qu'il s'est remotivé là. Je sais pas ce qui a changé dans son attitude, mais clairement il a été bien meilleur. Puis il va au contact, tout ça, c'est bien mieux. Il y a un truc Mm. qui me gêne un peu, moi, c'est il y a trop, et c'était déjà le cas la semaine dernière, on en a pas trop parlé. C'est ces plaquages où les mecs ne plaquent pas, mais veulent mettre un coup d'épaule comme des cons là. Ça m'énerve. Les joueurs se font engueuler en général quand ils font ça. En France, tu le vois très souvent quand tu vas voir des matchs, le mec se dit tiens, je vais mettre un carton au gars, et soit il le rate, soit ils y vont pas assez fort ou quoi que ce soit, mais du coup le mec reste debout parce qu'ils vont pas au plaquage, ils passent pas les bras autour du joueur pour le faire tomber. Donc la technique de plaquage est nulle. Et on a revu ça encore. Je me demande si c'est pas Pinnock à un moment donné qui arrive sur le plaquage d'un running back et du coup le running back continue parce qu'il y va pas assez fort. Enfin bref, ça me saoule un peu de voir les running un peu non les running pardon les corners un peu nonchalants comme ça les DB et de pas aller assez fort au plaquage. Deontay Banks l'avait beaucoup fait la semaine dernière. Cette semaine, je l'ai pas vu. Il a été plutôt performant. Il a été au choc et il a été faire des vrais plaquages. Mais bon, c'est un peu gênant de voir des joueurs pros plaquer mal comme ça juste en mettant l'épaule. C'est un peu ridicule. Bon, voilà, Ouais. c'était un petit coup de gueule parce qu'on n'en avait pas parlé la semaine dernière et que ça m'avait un peu gavé et je l'ai revu là, ça m'a un peu saoulé, mais bon, voilà, j'imagine que quand ils font les replays vidéo derrière, j'en doute pas une seule seconde que les coachs leur en mettent plein la gueule quand ils les voient faire ça, donc je comprends pas pourquoi ils continuent d'essayer de plaquer comme des débiles comme ça. Alors Bref, ceci ouais. dit, tu as quand même retweeté une très belle action de Carter Coughlin qui sur un kick-off, Oh un mec, retour de kick, il met un putain. énorme tampon. Oh Oh là là, là. Non mais je impressionnant. l'ai je l'ai vu moi, en live, j'étais tout seul hein, de mater le match, j'ai vu oh putain ce qu'il lui a mis mec, c'est violent, c'est pour le coup c'est du plaquage offensif quoi, c'est le mec c'est retourne dans ton camp et puis le bruit du plastique contre plastique Oui. là des épaulières Pour. casques, oh la vache. Je pense que ça s'est entendu dans tout le stade et t'entends tout le monde qui fait boah, enfin c'est ouf, le plaquage il est assez incroyable. Ouais, allez le voir si vous l'avez pas vu, c'est assez ouf. Juste une petite conclusion quand même, et on avait déjà dit ça, mais dans cette défense, encore une fois, il y a vraiment des pièces maîtresses qui sont en place sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer sur les saisons à venir. Linebacker, edge, corner, j'ai l'impression qu'on a quand même des cadres qui sont là, et ça c'est cool, et c'est bien d'avoir ça en place pour une défense. Tu te dis pas il faut qu'on vire tout le monde, quoi. Il y a clairement 5-6 joueurs qui vont être là pour plusieurs années, et en tout cas on l'espère, quoi. Ouais, Ça, ouais, en ça, c'est une fait, bonne bah, chose. de toute façon, Shane et Dable nous l'avaient dit quand ils sont arrivés, il y a de la reconstruction à faire. Mm. C'est juste qu'on a eu une première saison incroyable alors que ça aurait pas dû être le cas. Et là, on voit la réalité du niveau des Giants où il y a des bonnes pièces qu'il faut garder, il faut construire autour de ces pièces, mais il y a encore énormément de trous à combler. Mhm. Et en effet, en défense, on a un groupe de jeunes joueurs qui est absolument incroyable. Déjà, si tu construis autour de Dexter Lawrence, Thibodeau, avec derrière Okereke, euh, McFadden. McFadden, j'allais dire McLean, mais c'était pas ça. Et puis, tu as Dante Banks et Xavier McKinney. Déjà, tu as une moitié de défense. Rien qu'avec ça, tu as une moitié de Ouais, défense. ouais. Ou un bon tiers. Et après, tu regardes en attaque. En attaque, Saquon c'est plus Barclay. difficile. Ouais. Ouais, mais tu vois, Saquon Barclay, on sait pas vraiment s'il sera l'année prochaine. Mais Non. Andrew Thomas, John Michael Schmitz, Jalin Hayat. Et puis après, bah, les vétérans, c'est plus difficile de dire s'ils sont là. Parce que tu vois, Mais Darren tu Waller, vois, même t'as quand même moins de joueurs, hein. T'as quand même moins de non, non, joueurs il à y a moins donner de en joueurs. attaque. C'est plus compliqué, hein. C'est plus compliqué parce que, tu vois, bah, justement, un gars comme Darren Waller, on sait qu'il a le talent, mais on le savait déjà avant la saison, c'était qu'il allait se blesser, qu'il allait être absent. Daniel Jones, bah, Daniel Jones, ça va être compliqué parce qu'il s'est fait ligament croisé, on ne sait pas ce que les Giants vont faire la saison prochaine, Mm. enfin, ça peut partir dans tellement de sens. Ouais. Et puis après, les autres receveurs qu'on a, sans vouloir manquer de respect parce qu'ils contribuent quand même, mais euh, Hodgins, Slayton, Wendell Robinson, c'est pas des receveurs qui vont forcément te faire 4-5 ans dans l'équipe. Après, Robinson, moi j'aime bien quand même, hein. Je trouve qu'il se Non, bat non, il est très toujours. bien. Il est très bien Robinson, mais tu vois, je vois beaucoup plus de potentiel en Jalin Hayat que Wendell Robinson. Là, c'est pas du tout le même genre de jeu, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein, mais Jalen Hayat, c'est plus. Enfin, Wendell Robinson, c'est plus du jeu court où il va se battre, il casse des plaquages et tout. Les deux sont complémentaires, ils sont assez différents. Les autres que tu as cités, ouais, je suis d'accord. Et puis là, pour le coup,
tu avais été très critique envers Paris Campbell et c'est vrai qu'on le voit pas du tout. Alors est-ce que c'est le plan de jeu ou quoi que ce soit? J'attendais beaucoup de ce joueur qui avait été très bon, qui a fait une saison à je sais plus 700 yards l'année dernière, il a été bon et je sais pas, cette année ils le font pas jouer ou ils le mettent pas dans les schémas de jeu, je sais pas. Après, on l'avait dit aussi au début de la saison, on a beaucoup de receveurs quand même, donc c'est sûr qu'on peut pas avoir tout le monde non plus, donc voilà. Donc on l'a dit, bye week à venir, on va être tranquille pendant le week-end, on va essayer de se faire un petit podcast de bilan et d'anticipation de draft, et ensuite on joue contre les Packers, c'est bien ça? Ouais, les Packers qu'on a tapé la saison dernière à Londres. Ah, on s'en rappelle bien. On s'en rappelle bien, nous y étions. Ouais. Alors, est-ce qu'on va les taper? Je sais pas du tout quelle saison ils font, comment est la saison des Packers. Je crois qu'ils ont un peu galéré au début, là ils sont en train de revenir plutôt bien, il faudrait voir quel est leur bilan, mais ils ont gagné cette semaine. Ils ont surtout un QB qui commence à être très confiant, et j'ai vu les stats, en fait ils ont comparé les stats de lui et de Aaron Rodgers sur les 11 premiers matchs, et c'est quasiment les mêmes stats. À peu de choses près, c'est assez affolant à quel point c'est très proche les stats, donc voilà, je pense pas qu'on les battra, ils ont l'air quand même plus... Bon, ils sont à confiants. 5-6, Ouais. voilà, ils sont à 5 victoires, 6 défaites. En attaque, à la passe, ils sont... En fait, à la passe et à la course, ils sont moyens, tu vois, ils sont 16e en yards de la passe, 9e en TD, 20e à la course en yards, 23e en TD. C'est plus en défense où là, il y a des trucs assez intéressants. Ils sont plutôt bons en défense contre la passe, puisqu'ils sont 10e de la ligue. Par contre, en défense contre la course, ils sont 29e. Donc, est-ce que on peut en profiter et faire un autre Saquon Barkley Show? Ce serait pas mal. Ouais, ce serait cool. Et tu vois, Jordan Love, il est à, je suis en train de regarder, là, 19 TD, 10 interceptions, 2600 yards à la passe. Sur les 11 matchs, il a joué tous les matchs. Donc écoute, c'est pas mal, 19 TD quand même à ce stade de la saison, c'est plutôt des bonnes stats. Bon, on va voir. Ils ont battu les Lions qui étaient quand même qui étaient à 8-2 ou un truc dans ce genre avant de les jouer, donc c'était quand même une... Même si les Lions, c'est vrai qu'ils battent que les petites équipes, j'ai vu une stat, dès que c'est des grosses équipes qui sont en bilan positif, ils n'arrivent pas, mais bon. Bref, en tout cas, ils sont sur une belle lancée, ils sont à 2 victoires consécutives, là. Donc, ils avaient un peu galéré au début, ils avaient fait 4 défaites. Bon, écoute, on va voir. Je pense qu'ils sont au-dessus de nous, mais bon, voyons, de toute façon, on s'en fout. Très honnêtement, on n'en est plus à se dire qu'il faut qu'on accroche quoi que ce soit, donc défaite ou voilà, ça va pas changer notre saison. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à construire, qu'on fasse jouer les joueurs qui vont être titulaires sur la saison prochaine et qu'on continue à se développer. On sait que la saison là est finie, donc voilà, voyons sur l'avenir et si on arrive à faire quelque chose, et au moins pas être ridicule, et si on pouvait éviter de se reprendre des 50-0 comme ça a été le cas au début de saison, voilà, c'est tout ce que je demande. Je serais déjà content. Amen. Tout à fait. Surtout contre les Eagles, voilà. On vous dit à la semaine prochaine, on se fera donc, comme on a dit, ce petit podcast de bilan de bye week, comme on fait tous les ans. Merci Thiergo d'avoir participé à ce podcast, comme d'habitude, fidèle au poste, et on vous dit à la semaine prochaine, à plus tout le monde, ciao. Salut.